première question. Est-ce que vous avez appris le suédois, monsieur Tevib? Pas du tout. Pas du tout. Et je compte pas l'apprendre. Bon, vous parlez anglais? Je parle anglais. Comme le futur coach de l'USAM? En tout cas, je parle anglais et même aujourd'hui, Franck Maurice parle couramment anglais. C'est vrai, couramment anglais. Est-ce que vous pourriez peut-être citer le nom du nouvel entraîneur? Lubomir Vranjes. Ah, Voilà. bravo, bravo Corentin. Suédois d'origine serbe. On peut le dire, c'est lui qui va être le nouveau coach la saison prochaine. Vous voulez encore faire du mystère? Non, je ne peux rien dire parce que ce qui m'importe aujourd'hui, vraiment, et c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est la deuxième partie de saison que l'on a. On va en parler. On a vécu une première partie de saison extrêmement difficile, certainement moi une des plus rudes que j'ai connues physiquement en termes de blessures. Et je crois que vraiment, il faut se concentrer et mettre toutes nos énergies sur cette deuxième partie de saison. Oui, mais si on parle que... J'ai plus de questions à vous poser, alors si on non, mais en tout cas, il y a un renouveau qui va s'opérer. On sent que vous voulez rentrer dans une nouvelle ère avec l'USAM. En tout cas, ce qui est certain... On parle d'un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été élu meilleur entraîneur du monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'y a rien de mieux pour préparer l'avenir que de se concentrer sur le présent. Le présent, c'est faire en sorte de continuer à être conquérant en deuxième partie de saison et obtenir cette 5e place. La suite, évidemment que l'on doit toujours anticiper ce que l'on appelle des cycles, comme dans la vie professionnelle, comme dans la vie associative, comme dans la vie sportive. Nous sommes arrivés, me semble-t-il, à la fin d'un cycle sur beaucoup de points et qu'il faut... Je ne parle pas uniquement que du coach. Les gardiens vont changer, il va y avoir pas mal de... Je parle vraiment d'un projet. C'est une séquence que l'on a vécue avec beaucoup de réussite grâce au travail de Franck, grâce au travail de son staff, grâce au travail du club, des joueurs et puis de tout le monde qui est en back-office. Un peu du président aussi. Vous ne le direz pas, mais on peut je ne le dirai pas. Mais tout le back-office, tous les salariés qui sont au service du staff, des joueurs, etc., les bénévoles qui s'investissent chaque jour de match, etc. Et j'ai envie de dire aussi les partenaires privés, parce que pour avoir un peu plus que jamais. Et est-ce qu'avec la crise, ils continuent à vous soutenir? Parce que ce n'est pas évident aussi pour aujourd'hui, on a eu une année très correcte par rapport à ce que l'on connaît en termes de secousses économiques, comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a des petits partenariats qui sont des partenariats en souffrance. Et donc, la partie est loin d'être gagnée. Et oui, parce que le modèle économique pour avoir de l'ambition, c'est bien évidemment d'avoir plus de partenaires, ou en tout cas des partenaires importants. Déjà un soutien important de la ville, mais c'est vrai que la plus grosse conséquence, en tout cas nous, que l'on constate aujourd'hui, à la fois au club, mais aussi au niveau national, c'est vraiment la billetterie. Aujourd'hui, et on peut le comprendre, la billetterie, vous avez une partie des personnes qui ne sont pas favorables au pass sanitaire, qui est devenu maintenant le pass vaccinal. Et donc, le chiffre est aux alentours de 15-20% au niveau de la fréquentation. Vous avez aussi des personnes en moins. Vous avez aussi des personnes, et c'est normal, des supporters qui ont peur, comme d'aller à un concert, comme d'aller dans un endroit où il y a de la foule. Donc là, vous pouvez chiffrer entre 5 et 10%. En plus. Et en plus à l'intérieur. Vous allez reprendre sans jauge là. On reprend sans jauge et avec le masque. Mais les deux accumulés, vous pouvez être sur un chiffre moyen d'entre 20 et 35% de perte de billetterie, ce qui est colossal. C'est des centaines de milliers d'euros pour nous. Et ça, c'est un impact réel. Alors, j'avais encore deux petites questions sur le futur de l'USAM. Je vous en prie, allez-y Corentin. Non, rapidement, c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles recrues, puisqu'on a dit les deux gardiens, normalement, devraient changer. On a parlé d'Alexandre Demaille, de Jos Basnic, notamment un pivot, Kantchop Baril de Cesson. Et puis... on se dit que peut-être avec ce nouveau coach, il y a une envie, vous l'aviez dit un peu sur Objectif Gard, d'un international au poste de demi-centre. Il y a un certain Quentin Mahé qui est en équipe de France, qui a connu le futur coach de l'USAM en Allemagne, qui aimerait revenir en France. Est-ce que vous y pensez? Alors déjà, on a un international au poste de demi-centre. Oui, puisque O'Brien Nate. Oui, et puis on a recruté un international japonais. Et c'est vrai. Donc c'est un international. Quentin Mahé. Mais là, on parle d'une star. Je veux dire, là, on basculerait dans une autre dimension. Aujourd'hui, vraiment, il faut arrêter avec Quentin Mahé. Quentin Mahé, c'était vraiment une séquence qui était liée à une blessure grave que l'on pensait, et tant mieux, ce n'est pas le cas. À l'époque, avec O'Brien Nate, on avait extrêmement peur d'une blessure qu'il pouvait avoir. Ce n'est pas le cas. Il a eu beaucoup de travail à la fois médical et de sa part pour faire en sorte
que cette blessure disparaisse. Aujourd'hui, tout va bien pour lui. Donc on s'enflamme, il n'y aura pas de... Pas forcément Kanté, mais en tout cas, il n'y aura pas d'autres recrues. Bon, en tout cas, toutes les recrues que vous avez tout à l'heure communiquées, moi je ne sais pas. Le temps viendra, le temps viendra où on pourra certainement dévoiler de futures recrues. Aujourd'hui, le temps est à Cesson, vendredi prochain, et toutes les énergies doivent être focus là-dessus. Pour la suite, le temps viendra, c'est pas la séquence. Est-ce que c'est compliqué cette saison? Je vais donner la parole dans quelques instants à nos sociétaires, mais est-ce que c'est compliqué cette année d'avoir effectivement ce qu'a fait Corentin, vous l'avez aussi chez nos autres confrères, bien évidemment, et puis toutes ces rumeurs, toutes ces infos vraies, fausses. Et la particularité d'un sport où on signe des joueurs un an à l'avance. Mais on a l'impression que c'est la première année. Et vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure avec la fin de ce cycle, où en fait il y a cette espèce d'anticipation de ce qui va se dérouler à la fin de la saison. On a beaucoup entendu parler aussi du coach actuel qui est sur le départ, qui aurait probablement ou potentiellement va signer avec un nouveau club. Est-ce que c'est pas compliqué pour un président de se retrouver à mi-saison avec autant de perturbations à la fois médiatiques mais aussi autour de toutes ces rumeurs? Lorsqu'on parle de fin de cycle, ça veut dire qu'il y a une séquence de transition. Nous sommes cette saison dans cette transition-là. Donc, il faut évidemment la gérer du mieux possible, sachant que l'on sait évidemment que comme toute période de transition, il peut y avoir effectivement des difficultés pour... on parle d'avenir de personnes d'un point de vue professionnel. Moi, je suis bénévole donc au service de ce club, et là, on est en train de parler de joueurs professionnels, d'entraîneurs professionnels et donc d'emploi. Non, mais peut-être qu'il y a quelques années, aujourd'hui... Voilà, l'USAM est dans le top 5 et fait l'Europe depuis quelques années. Vous êtes aussi peut-être soumis à ces pressions un peu plus médiatiques de départ, d'arrivée, etc. que les autres années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs ont envie de rester. Le staff a envie aussi de rester. Et beaucoup de joueurs ont envie de venir et beaucoup d'entraîneurs ont envie de venir. Donc tant mieux, et on vous c'est une bonne chose aussi. Corentin avait des questions ensuite un peu plus politiques, mais on va donner la parole tout de suite à Claire. Moi j'ai 3 questions. Trois questions ce soir. 3 questions, mais très rapides, ça va être très très rapide. La première chose, alors moi le handball, on dit bien handball, hein, pas ball. Oui. Déjà je sais ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un mot, c'est pas un mot anglais, c'est un mot allemand. Bravo. Mais franchement, c'est très précis ce que vous dites. C'est exactement ça, ça a été créé par les Allemands. Gagner de votre place. Donc, comme c'est le seul sport qui a été créé donc en Europe par les Allemands, on le prononce handball de façon bravo. Alors, allez Claire, j'étais à un dîner là il y a quelque temps en fin d'année et on me parle de handball féminin. Moi je n'y comprends rien. Ouais. Et il y avait des gens on était plusieurs et qui disaient oui à démission. Très franchement je n'ai pas participé parce que quand je ne connais pas, je ne participe pas, je n'ai pas les éléments. Oui, le handball féminin à Nîmes, mais ça va plus, et l'émission. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors, il y avait un club historique qui est l'HBCN, qui était un club historique qui malheureusement a déposé le bilan, donc de façon extrêmement triste, parce que c'est un club historique du handball féminin. Et derrière, en fait, ce drame sportif, c'est surtout, et là il faut aller à la base, c'est encore une fois notre jeunesse. On a perdu le plus haut niveau de formation que l'on peut avoir sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un pôle excellence, vous savez, la formation, on a perdu la formation féminine excellence à Nîmes, qui s'est déplacée maintenant à Toulouse. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très dommageable. Au-delà de l'aspect section professionnelle senior féminine, moi, j'aime bien regarder à la base des choses. Et la base des choses, c'était vraiment la formation. Reconstruire quelque chose, parce que c'est peut-être d'ailleurs la question. C'est surtout que l'USAM, vous avez beaucoup travaillé sur ces... Ça, c'était pour répondre à votre question. Oui. Voilà un petit peu la tristesse de ces personnes qui parlaient du handball féminin, au-delà de la professionnalisation de l'équipe qu'il y avait. Oui, l'USAM Nîmes-Gard déjà a récupéré l'ensemble des jeunes filles jusqu'au moins de 18, puisqu'on a en catastrophe, il y a plusieurs saisons maintenant, récupéré beaucoup d'effectifs de ce club jusqu'au moins de 18. On travaille en partenariat avec le club de Bouillargues pour essayer d'être le plus efficient possible dans le projet. Maintenant, on arrive à un moment où il faut qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui est le plus pertinent pour retrouver cette filière féminine élite.
On voit aujourd'hui l'équipe de France féminine qui atteint des résultats, qui atteint des performances de très haut niveau. Et ça ferait sens aujourd'hui. C'est un sujet qui vous anime en tout cas ? C'est un sujet qui fait plus que m'animer. J'y réfléchis de manière extrêmement active et j'espère que... Vous avez posé une question très utile oui, ce soir. On a eu une vraie information. Alors j'en ai deux autres. Allez, rapidement, la deuxième, c'est que... Il y a Olivier aussi sur le plateau. Les législatives approchent. Est-ce que vous allez vous présenter ? Sûr et certain que non. D'accord. Voilà. La parenthèse politique est totalement fermée. C'était une expérience. Très bien. Elle va se rouvrir un jour ou... Elle est fermée. Pas du tout. En tout cas, là, la clé dans ma poche, elle est fermée. Et donc, même pour soutenir, par exemple, pour la présidentielle, vous n'envisagez aucun soutien Alors, là, aujourd'hui, vraiment, je suis convaincu au plus profond de moi, et je le dis depuis un petit moment, que la société civile doit collaborer avec le politique dit traditionnel. Et je pense que le modèle du futur, aujourd'hui, pour arriver à répondre à tous les défis de notre planète, et Dieu sait qu'il y en a, ça sera vraiment d'avoir un rôle actif de la société civile. Je suis convaincu de cela à travers quelques outils que ce soit, associatifs, créés de manière transversale, mais je suis convaincu que l'expertise de la société civile au service du politique doit faire en sorte de relever les défis. Oui, parce qu'on est en prise directe avec la réalité. Exactement. Ça, c'est ma conviction intrinsèque. Et c'est cela qui m'anime. Mais ça, totalement. Clair. Vous avez posé de bonnes questions. Merci Abdel. J'ai une bonne note. J'ai une bonne note. Une très très bonne note. Ah, ça va. Olivier. Ouais, David, moi j'ai envie de te poser une question à la fois politique mais sportive. J'ai pas de réponse à la question que je vais te poser, mais je suis interpellé. Aujourd'hui, il y a 2 événements sportifs majeurs sur le plan international qui se jouent. On a des Jeux Olympiques qui vont se jouer en Chine dans une bulle sanitaire totale, avec 0 spectateur. C'est ahurissant quand on y pense. Je me demande même comment nos sportifs vont y participer. Je ferme la parenthèse. Dans un périmètre fermé, avec des tests tous les jours. C'est l'antithèse du sport. Un petit peu. Je ferme la parenthèse. Et par ailleurs, en plein Covid, on a une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans des stades super bondés, où les gens sont les uns sur les autres. Et quand on regarde les chiffres de mortalité du Covid sur le territoire africain, qu'on les rapporte au nombre de population, ben c'est pas plus important, peut-être parfois moins, qu'en Asie, qu'en Amérique du Nord ou qu'en Europe. Ça pose question. Voilà, juste je m'interroge. Comme on participe à cette émission, je suis allé me renseigner avec des chiffres sur Covid Tracker qui donne les chiffres au jour le jour et qui actualise les chiffres sur tous les pays de la planète. C'est quand même interpellant tout ça. Donc comment toi, le dirigeant sportif que tu es, réagis par rapport à des contraintes qu'on vous impose ou trop ou pas assez? Allez, la parole à David Tebib. La première des choses pour répondre au premier constat, c'est que le sport, c'est une communion et que l'on doit avoir des supporters, on doit avoir de la passion, on doit pouvoir échanger. En fait, ce sont des acteurs. Ils ont besoin d'être supportés, d'être soutenus. C'était déjà le cas cet été à Tokyo, on a vu les images, c'était triste. Et je peux vous dire que lorsqu'on a joué pendant une année à huis clos, aujourd'hui on constate une chose, que les joueurs sont blessés, beaucoup plus que l'année lorsque nous étions à huis clos. Pourquoi ? Parce qu'ils ont retrouvé l'ambiance, le stress, et il a fallu se réhabituer, l'engagement, se réhabituer à la notion du public. C'est quand même incroyable. Donc vous voyez l'impact que cela a. Ceci étant, ils font le sport de haut niveau pour ces émotions-là. Donc c'est extrêmement triste que d'avoir des Jeux Olympiques avec 0 public. Le contraste avec la CAN, c'est qu'on a tout simplement 2 stratégies complètement différentes. Un pays qui, un cas, fermeture d'une ville, la Chine, et d'un autre, une tolérance plutôt maximale à son public, etc., etc. Moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, le monde sportif, professionnel et amateur a subi
beaucoup de dégâts, tant économiques que humains, suite à cette crise sanitaire. Mais ça a été un formidable élève pour 2 raisons. Le premier, c'est que le monde amateur, Dieu merci, il a permis à notre jeunesse de pouvoir respirer, de pouvoir faire du sport. Les éducateurs ont été remarquables durant cette période. Rappelez-vous qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école, mais qu'on pouvait faire du sport en plein air. C'était encore possible. Et ça a été une bouée d'oxygène pour notre jeunesse. Donc le sport fédéral et amateur a été remarquable durant cette période. Le deuxième, le sport professionnel, a été remarquable parce que lui aussi, il s'est adapté et il a eu une gestion de cette période de manière très solidaire. Et on a réussi à traverser cette séquence sans trop de casse économique. Allez, 2 toutes petites questions parce qu'on arrive vraiment au bout de l'interview. Est-ce que vous avez fait votre choix entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse? Société civile, je l'ai dit, pour l'un et pour l'autre. Donc, je vais évidemment rester sur cette conviction-là. Je dis ça en plaisantant et de manière très taquine. Mais il est évident que celle ou celui qui comprendra cela, pas de manière de façon à faire de la cosmétique, mais qui le fera avec conviction, je pense que ça sera quand même déjà fait un petit peu Emmanuel Macron. La présidence du Conseil de développement économique de Nîmes Métropole, on en est où? On en est que normalement ça devrait voir le jour officiellement mi-février, je l'espère, donc dans quelques Vous avez pas mal d'ambassadeurs semaines. À l'intérieur apparemment? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la séquence on nous parle de 200 ambassadeurs? Non, il n'y aura pas 200 ambassadeurs. L'idée c'est quoi? L'idée d'un conseil de développement, c'est faire en sorte d'être une véritable courroie de distribution auprès de notre territoire, au service de la société civile et au service des 39 communes pour tous les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il aurait pu être fait, il aurait peut-être dû être mis en place. Et ce conseil de développement va être à la fois en capacité de se saisir des enjeux sur lesquels on pourra l'interroger, mais aussi être proactif pour proposer une vision, pour proposer des actions qui seront au service de la collectivité pour faire en sorte d'avancer sur des dossiers. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup David Tebib d'avoir répondu à toutes nos questions.